Rebonjour à vous et puis merci d'être là pour la séance consacrée à l'endomètre et au col. Et je laisse la parole à Julien pour les actualités sur le ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre. Alors, toute la problématique de prise en charge des cancers de l'endomètre actuellement est basée sur l'identification et la combinaison de facteurs pronostiques qui sont basés sur l'évaluation du statut ganglionnaire et sur l'estimation du risque de récidive qui permettront ainsi d'optimiser au mieux la thérapeutique en post-opératoire. Tout l'intérêt est de ne pas surtraiter les patientes à risque faible et de ne pas sous-estimer les risques réels de récidive. Pour ce qui est de la chirurgie, elle est basée à la fois sur l'imagerie initialement, mais également sur la biopsie qui, on le sait, entraîne souvent une discordance entre la biopsie initiale et l'histologie définitive. D'autre part, les modèles intègrent en post-opératoire les emboles qui ne sont pas connus en préopératoire. La chirurgie en soi est basée sur la réalisation d'une hystérectomie avec annexectomie et sur une stratégie de stadification ganglionnaire qui est basée sur des groupes à risque. Ces groupes à risque, quels sont-ils? Donc les groupes à bas risque, les risques intermédiaires et élevés qui intègrent l'imagerie et la biopsie initiale. La discordance est par rapport au groupe post-opératoire où cette fois on intègre les statuts des emboles qui sont des groupes qui ont été définis par l'ESMO au moment de la conférence de consensus avec l'ESGO et l'ESTRO. Alors, le problème de ces lésions à bas risque qui sont reclassées régulièrement en risque intermédiaire élevé ou élevé en post-opératoire font poser la question de l'intérêt des chirurgies de restadification ganglionnaire qui sont régulièrement non réalisées du fait de leur morbidité. Ce paradoxe fait qu'actuellement, on pose régulièrement l'indication de traitement adjuvant en l'absence d'informations sur le statut ganglionnaire. La question qui se pose du coup, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à réaliser les curages ganglionnaires? Alors actuellement, la SFOG et le collège recommandent depuis 2017 la réalisation d'un curage qui comprend à la fois le pelvien et le lombo-aortique jusqu'à la veine rénale. Il est important qu'on aille jusqu'à la veine rénale du fait des atteintes isolées régulièrement en supramésentérique. Et la morbidité qui est induite par ces chirurgies avec le risque de lymphodème qui n'est non négligeable. La SFOG recommande la réalisation de ces curages à but de stadification hors atteinte macroscopique. L'intérêt de ces stadifications complètes est présenté par la SFOG pour les lésions à haut risque de récidive du fait de l'atteinte ganglionnaire fréquente. Alors, y a-t-il donc un bénéfice des curages pour les stades précoces des cancers de l'endomètre? Il y a quelques études rétrospectives qui avaient montré un bénéfice sur la survie à 5 ans, mais essentiellement 2 études randomisées qui, il y a déjà quelques années, n'avaient pas prouvé de bénéfice de la lymphéectomie sur la survie globale et sans récidive, tout en augmentant en parallèle la morbidité liée au geste chirurgical. Donc, dans cette étude, qui est une étude allemande, qui est parue en 2019, on a intégré plus de 5000 patientes qui avaient bénéficié de curage et on a comparé la survie sans récidive et les récidives de la maladie donc à 5 ans chez des patientes qui avaient bénéficié d'un curage et d'autres qui n'avaient pas bénéficié de curage. Tout d'abord, cette étude avait montré déjà une atteinte plus importante ganglionnaire pour les patientes à haut risque de récidive, de l'ordre de 19%. Les risques intermédiaires, c'était de l'ordre de 10%. Et pour les lésions à bas risque initiaux, c'était de l'ordre de moins de 2%. Et sur cette étude, on constate qu'il n'y a pas de différence significative sur la survie à 5 ans et sur les risques de récidive. J'ai bien. Voilà. Et sur le risque de récidive locale ou ganglionnaire et l'apparition de métastases à distance. Alors, étant donné l'absence de bénéfice thérapeutique du curage, on peut se poser la question de substituer ce geste morbide par la réalisation d'un ganglion sentinelle à but de stadification. Tout d'abord, il y a une étude de 2009 qui montre qu'il y avait 2% de métastases lombo-aortiques isolées hors atteinte pelvienne. Donc quand on part sur l'idée de faire un ganglion sentinelle, on part dans l'idée qu'on accepte ce risque de 2% de métastases lombo-aortiques isolées. Les études comme Senti en dos ont déjà prouvé la validité et la fiabilité du statut ganglionnaire pour les lésions à bas risque. Tout cela pour une morbidité acceptable. Ah, pardon. Quand on fait un ganglion sentinelle, l'objectif est d'avoir moins de 5% de faux négatifs.
Dans cette étude qui est parue en 2013, on a montré que le ganglion sentinelle augmentait le taux de détection des métastases ganglionnaires avec une augmentation de plus de 4,5% par rapport à la réalisation de l'analyse d'un curage, notamment du fait du concept d'ultrastadification. En effet, en histologie, on peut mieux analyser a priori un ganglion sentinelle que tout l'ensemble d'un curage. À noter que l'augmentation qui avait été retrouvée était essentiellement due à des cellules isolées et des micrométastases. Dans cette étude de Bodurta, qui est parue en 2016, c'est une méta-analyse de 55 études qui avait montré une bonne sensibilité du ganglion sentinelle pour la détection des métastases ganglionnaires, avec un taux de détection qui était relativement bon de 81% et 50% de détection des ganglions sentinelles en bilatéral. À noter qu'on retrouve aussi une détection de 17% de ganglions sentinelles en lombo-aortique, qui n'est pas forcément correspondant avec d'autres études, mais voilà. Dans cette méta-analyse de Bogani, elle a repris donc pas mal d'études, notamment 6 études comparatives, et elle a montré une augmentation de détection des métastases ganglionnaires à la faveur du ganglion sentinelle par rapport à la réalisation d'un curage. Tout cela sans différence en ce qui concerne le risque de récidive, ou que ce soit ganglionnaire ou local. Dans cette étude de 2012, on voit, il a été proposé la réalisation d'un algorithme de détection du ganglion sentinelle permettant d'augmenter la sensibilité de celui-ci. Cet algorithme propose à la fois l'exérèse des ganglions sentinelles, mais également de tout ganglion suspect et la réalisation d'une lymphadenectomie pelvienne en cas d'échec de détection du ganglion sentinelle. Et on voit que la sensibilité augmente à plus de 98% avec un taux de fait négatif inférieur à 2%. Alors, on peut se poser la question de la validité du GS dans les hauts risques préopératoires. Il existe une grande disparité de prise en charge des patientes à haut risque préopératoire du fait de l'indication initiale de réaliser une lymphadenectomie. Ce geste étant morbide, souvent il n'est pas réalisé, ce qui entraîne qu'on a une inconnue sur le statut ganglionnaire. Et le fait de ne pas avoir de bénéfice thérapeutique fait qu'on peut se poser la question de l'évaluation pour les hauts risques avec la réalisation d'un ganglion sentinelle. Ici, donc, une étude de Francogine qui a été parue en 2017 a évalué pour les risques intermédiaires élevés, donc il y a une base de données multicentrique dans laquelle on a évalué pour ces patients à risque intermédiaire élevé la survie globale à 5 ans pour les patientes qui ont bénéficié d'un curage et celles qui n'ont pas bénéficié de curage. Et on constate que parmi les patientes qui ont bénéficié d'un curage, 85%, il y avait une survie de plus de 85% à 5 ans pour les patientes qui étaient non atteintes au niveau ganglionnaire, 71,8% pour les patientes atteintes au niveau ganglionnaire et seulement 36% pour les patientes qui n'étaient pas explorées. Ce qui amène en conclusion le fait que l'absence d'exploration pourrait conduire à des thérapies qui seraient inadaptées. L'autre possibilité, c'est aussi que les patientes qui ne bénéficient pas de curage sont aussi celles qui ont le plus de comorbidité et qui pourraient décéder d'autre chose. Alors, pour ce qui est des lésions à haut risque préopératoire, il y a pas mal d'études qui ont évalué la faisabilité et l'intérêt du ganglion sentinelle par rapport au curage. Pas mal de résultats qui sont discordants. Notamment, on a une étude chinoise ici qui rapporte une sensibilité très très faible pour la détection des métastases ganglionnaires et d'autres études qui, elles, au contraire, vont dans le sens de la possibilité de réaliser ce ganglion sentinelle pour les hauts risques. Une étude semble quand même se démarquer, c'est celle de Soliman qui avait inclus au total 101 patientes qui bénéficiaient en préopératoire d'un PET scanner, puis d'un ganglion sentinelle et d'une lymphadenectomie complète. Et on a constaté donc une bonne sensibilité de détection des métastases ganglionnaires de 95% avec un taux de faux négatif de 5% qui descendait à 4,3% lorsqu'on réalisait le curage latéro-pelvien en cas de non-détection du ganglion sentinelle. Donc, où en sont les recommandations actuelles pour la réalisation du ganglion sentinelle? Donc, la SOG et le collège recommandaient la réalisation
disait que le ganglion sentinelle était possible pour les lésions à bas risque, mais sous certaines conditions. Pas de curage en cas d'échec de détection du ganglion sentinelle. Pour ce qui est du risque intermédiaire, en l'absence de données convaincantes de la littérature, il n'y avait pas de recommandation proposée, mais dans le contexte français, la procédure du ganglion sentinelle est privilégiée dans l'attente de l'étude randomisée nationale sans tirade, sur laquelle je reviendrai un peu après. Pour ce qui est des risques élevés, la lymphadenectomie reste cependant recommandée, mais à mettre en balance avec les morbidités qu'elle induit et le terrain de la patiente. Et ils disent que le ganglion sentinelle est validé dans cette indication, mais sur la base de l'étude initialement de Soliman. Alors, sans tirade, c'est une étude randomisée qui va chercher à évaluer la morbidité du ganglion sentinelle en comparant celle-ci pour les patientes à risque intermédiaire élevé, enfin pour les patientes de risque intermédiaire préopératoire ou élevé en préopératoire. Dans le premier bras, on intègre donc les patientes qui vont bénéficier du ganglion sentinelle et dans le deuxième bras, c'est les patientes qui vont bénéficier du curage. Les autres objectifs de Sentirad sont également de déterminer le taux de détection du ganglion sentinelle, déterminer également le taux de détection, la sensibilité du ganglion sentinelle à détecter les métastases, et déterminer la survie sans progression et sans récidive, et la survie globale des patientes. Les résultats sont attendus a priori pour l'an prochain. Alors, quelles sont les méthodes de détection du ganglion sentinelle? Il y a plusieurs méthodes qui ont été décrites dans la littérature. Les plus connues, donc la méthode isotopique qui nécessite l'injection de technétium et un accès à une lymphoscintigraphie. Les méthodes colérimétriques avec l'injection de bleu et les risques allergiques qui vont avec. Et la méthode combinée qui, comme son nom l'indique, combine à la fois la méthode isotopique et la méthode colorimétrique. On a également une autre méthode qui est un peu plus récente, qui est la détection du verre d'indocyanine par fluorescence. Différents sites d'injection ont été décrits, des sites donc que ce soit en péricervical, en intramyométrial sous contrôle de hystéroscopique et en fondique par célioscopie. Le site d'injection qui semble se dégager tout de même et qui est souvent le plus utilisé, c'est l'injection en cervicale. Et dans cette étude de Baudorta qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, il a été mis en évidence une augmentation du taux de détection bilatéral des ganglions sentinelles pour la technique en cervicale par rapport à l'injection intramyométriale. Un petit focus sur la fluorescence au verre d'indocyanine. La détection du verre d'indocyanine nécessite une caméra de détection de fluorescence. Elle permet à la fois la visualisation des lymphatiques et de la vascularisation, ce qui permet une optimisation du geste chirurgical. Il n'y a pas de consensus sur la technique à utiliser pour l'injection du verre d'indocyanine, mais ce qui semble être le plus utilisé, c'est une injection de 1 ml à 3 heures et à 9 heures en intracervical. Donc, dans cette étude de Roussito, c'est une méta-analyse qui a étudié les différents traceurs pour la détection du ganglion sentinelle dans les cancers d'endomètre à stade précoce. On constate qu'il y a une augmentation du taux de détection significativement différent pour le verre d'indocyanine par rapport à l'injection de bleu. Et une augmentation qui est à la fois sur le taux de détection total et bilatéral. Par contre, il n'y a pas de différence avec l'injection, donc la méthode isotopique ou la méthode combinée, qui jusque-là étaient un peu les méthodes de référence. Quelles sont les critiques et les principales écueils rencontrés lors de l'injection de verre d'indocyanine? Donc, les chirurgiens décrivent parfois un risque de pollution du champ opératoire par le verre d'indocyanine qui rendrait la procédure plus longue et plus fastidieuse. D'autre part, il n'y a pas de consensus sur la dose et la concentration à injecter. Alors, on a une étude ici de Rosenhold qui date de 2019 qui montre là encore une augmentation du taux de détection. Une augmentation du taux de détection des ganglions sentinelles grâce au verre d'indocyanine par rapport au bleu, mais pas de différence en termes de durée de la procédure sur la détection du ganglion sentinelle. Pour ce qui est des avantages du verre d'indocyanine, ce qui est rapporté essentiellement, c'est le faible coût
de la procédure, en sachant que ce faible coût il est relatif puisqu'il nécessite tout de même de s'équiper avec une caméra de détection de fluorescence. Et il y a un intérêt véritablement quand on n'a pas d'accès à l'infoscintigraphie. Le risque allergique qui est faible par rapport à l'injection de bleu, et l'autre bénéfice, c'est essentiellement la courbe d'apprentissage qui est décrite comme courte et qui facilite la procédure du fait de la visualisation des lymphatiques. Alors en pratique, que faire d'un ganglion sentinelle positif? Ce qui est décrit, c'est la réalisation d'une stadification ganglionnaire complète d'emblée, avec la réalisation d'un curage lombo-aortique dans le même temps. Il n'y a pas de consensus pour ce qui est des curages pelviens. L'idée, c'est de pouvoir faire une stadification complète rapidement et mettre en route rapidement les traitements adjuvants. D'où le gain pour les patientes. Situation rare mais qui peut arriver, en cas de positivité du ganglion sentinelle en histologie définitive qui était négatif en extemporané, y a-t-il indication à une chirurgie de restadification ganglionnaire secondairement? Cette chirurgie de restadification était basée initialement sur la théorie thérapeutique des curages, donc on peut clairement se poser la question actuellement si c'est intéressant ou pas. En 2012, il y a une méta-analyse de Chang qui a évalué l'intérêt du PET scanner dans l'évaluation des métastases ganglionnaires. Et y a-t-il un intérêt, y a-t-il une possibilité que ce PET scanner permette d'éviter une chirurgie de restadification? Dans cette méta-analyse, on voit que le PET scanner a une sensibilité qui est relativement faible, 63%, si on peut, correct du moins. Par contre, une spécificité qui est bonne. Donc on peut penser qu'en cas de PET scanner positif, on peut éviter une chirurgie de restadification. En cas de négativité du PET scanner, par contre, la question va se poser, et dans ce cas-là, c'est une situation évaluée au cas par cas en RCP. Dans cette revue de la littérature qui est parue récemment en juin 2020, il est rappelé l'intérêt, la nécessité de l'examen extemporané pour le ganglion sentinelle, et il est proposé, en cas de ganglion sentinelle non identifié, pour les bas risques de prendre en compte le statut des emboles et de ne pas réaliser de lymphadenectomie, et en cas par contre de risque intermédiaire ou élevé initial, l'indication de réaliser une lymphadenectomie. En cas de GS positif en histologie définitive, alors que l'extempo était négatif, là encore, le rappel de prendre en compte les comorbidités et la situation du patient, avec une décision qui doit être prise en RCP au cas par cas. Enfin, une des perspectives d'avenir, c'est l'intégration éventuellement des micro-ARN. Il y a pas mal d'études qui paraissent actuellement là-dessus, qui pourraient être intégrées dans notre prise en charge au quotidien. Pour finir, je vous rappelle juste les recommandations et les disparités d'utilisation du ganglion sentinelle, avec aux États-Unis une utilisation systématique du ganglion sentinelle avec tout de même la réalisation d'une lymphadenectomie pour les risques élevés. Et en France, on est toujours dans l'attente de Sentirad qui probablement va modifier notre attitude avec les ganglions sentinelles. Merci. Donc la chirurgie mini-invasive est la voie d'abord recommandée en chirurgie gynécologique bénigne. En oncologie, la chirurgie mini-invasive a été promue avec pour objectif d'améliorer le confort des patientes avec une morbidité qui est moindre. Dans le cancer du col, il était admis une absence d'infériorité carcinologique comparativement à la laparotomie en cas d'hystérectomie élargie. Mais c'était un faible niveau de preuve avec une publication de Wang en 2015. Les dernières recommandations européennes de 2018 étaient plutôt en faveur d'une prise en charge dans les cancers du col de stade précoce par une voie mini-invasive. Donc on va critiquer cette dernière recommandation de 2018. En 2018, l'essai LAC, Laparoscopic Approach to Cervical Cancer Trial, a été publié dans le New England en novembre 2018. C'est une étude randomisée, multicentrique, qui incluait les cancers du col de stade 1A1, 1A2 et 1B1 de type épidermoïde, adénocarcinome ou carcinome adénosquameux. Et les patientes étaient randomisées pour la réalisation d'une hystérectomie totale élargie, soit dans le groupe laparotomie, soit dans le groupe chirurgie mini-invasive, soit par célioscopie, soit par voie robotique.
L'objectif principal était de démontrer la non-infériorité de la chirurgie mini-invasive par rapport à la laparotomie. Il était prévu d'inclure 740 patientes. Cet essai avait été ouvert en 2008 et il a été interrompu en 2017 par le comité de surveillance en raison d'un taux de récidive bien plus élevé dans le bras de la chirurgie mini-invasive, que ce soit par cœlioscopie ou par voie robotique. Au total, il y a eu 319 patientes dans le groupe chirurgie mini-invasive et 312 dans le groupe laparotomie. Et on montre une différence de survie sans récidive à 4 ans et demi de moins 10,6 points dans le bras pour la chirurgie mini-invasive. Ces résultats étaient encore valables après ajustement sur l'âge, le stade ganglionnaire et l'envahissement ganglionnaire et le stade, pardon. Concernant les récidives, dans la cohorte, ils ont observé 34 récidives, 42% étaient pelviennes, surtout au niveau du fond vaginal dans les laparotomies, et toutes les récidives pelviennes en dehors du fond vaginal survenaient dans le bras de la chirurgie mini-invasive. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer cette différence de pronostic, notamment l'utilisateur du manipulateur utérin. Le manipulateur utérin, on l'utilise régulièrement en cœlioscopie, mais effectivement, il va à l'encontre de tout principe de prise en charge d'une lésion tumorale avec le passage du manipulateur éventuellement dans la tumeur avec diffusion de celui tumoral à distance. La pression du CO2 également a été émise comme hypothèse avec toujours cette diffusion tumorale et la formation insuffisante des chirurgiens à la chirurgie mini-invasive. Les limites de cette étude, 91,2% des patientes présentaient une tumeur de stade 1B2. L'analyse des pièces opératoires n'était pas centralisée dans un seul et unique centre d'anapathe. Et sur les comptes rendus anapathe, il n'y avait pas de notion de la taille des paramètres sur les pièces opératoires. L'expérience des chirurgiens est critiquable puisque pour chaque centre, il y avait l'inclusion de 2 patientes par an. Donc, on peut remettre en question l'expertise des centres participants. Donc, on a vu le lac Trial qui avait été publié en novembre 2018, mais c'est difficile de ne pas vous parler de l'étude également qui a été publiée dans le New England en 2018, puisqu'elle montre les mêmes résultats. C'était une étude épidémiologique de cohorte qui incluait 2400 patientes qui étaient opérées d'un cancer du col de stade précoce, et qui a montré les mêmes résultats avec un taux de mortalité qui était plus important dans la chirurgie ouverte, un taux de mortalité qui était plus important dans la chirurgie minimale invasive contre la chirurgie ouverte. Et la différence de survie était majorée pour les tumeurs dont la taille était comprise entre 2 et 4 cm. Donc j'ai essayé de regarder en France quel était l'impact de la publication de l'étude LAC. Donc la SFOG a publié une étude en 2020. C'est une enquête qui a été diffusée sous forme d'10 questionnaires qui était adressée aux chirurgiens membres de la SFOG. Donc il y avait 10 questions. Quel était votre lieu d'exercice? Il y avait donc combien d'hystérectomies élargies pour cancer du col de stade précoce opérez-vous par an? Avant l'étude LAC, demandez-vous une curie préopératoire? Avant l'étude LAC, réalisez-vous des hystérectomies élargies par quelle voie? En cas de célio ou robot, utilisez-vous un manipulateur utérin? Réalisez-vous la colpotomie par célio ou robot? Depuis l'étude LAC, avez-vous modifié vos pratiques en cas d'hystérectomie élargie? Les résultats. Il y a 130 chirurgiens qui sont inscrits à la SFOG, 40 ont répondu. On a différents types de pratiques avec une grande majorité dans les établissements privés et dans les centres de lutte. Le nombre de médians d'hystérectomie élargie par chirurgien était de 5. Et les chirurgiens n'avaient pas recours à la curithérapie préopératoire avant l'étude LAC dans 41% des cas. En cas de curie préopératoire, celle-ci était réalisée en cas de tumeur supérieure à 2 cm ou en cas de présence d'embole. Avant l'étude LAC, la voie mini-invasive était utilisée dans 87,2% des cas. La laparotomie était citée dans 17% des cas.
Et les répondeurs ont utilisé plusieurs voies d'abord dans 30% des cas. Depuis la publication des résultats de l'étude, 60% des chirurgiens ont modifié leur pratique en cas d'hystérectomie élargie. 18 pratiquaient dorénavant des laparotomies, donc soit 75%. Les autres modifications des pratiques, en cas de cellio, avant la publication de l'étude, les chirurgiens utilisaient un manipulateur utérin dans 67,6% des cas et réalisaient l'ouverture vaginale par voie intra-abdominale dans 78,4% des cas. Depuis l'étude LIKE, 100% n'utilisaient plus le manipulateur utérin et 100% ne réalisaient plus d'ouverture vaginale par voie célioscopique ou robotique. Ensuite, après cette étude de l'ASFOG, j'ai essayé de regarder le point de vue du CENGOF, du collège, qui a émis des recommandations suite à la publication de cet essai. Ils ont mis comme recommandation d'informer les patientes des résultats de l'essai LAC et de l'autre étude publiée dans le New England. Ces recommandations ne sont valables que sur les cancers épidermoïdes, adénocarcinomes ou cancers adénosquameux. Et si la chirurgie mini-invasive est privilégiée, il est nécessaire de ne pas utiliser de manipulateur utérin. Il est nécessaire également de proposer une incision vaginale par voie basse pour définir au mieux la longueur du vagin par rapport au massif tumoral et cervical. Et ils ont laissé une option de la curithérapie préopératoire pour les tumeurs qui sont entre 2 et 4 cm. Donc, il y a un impact majeur de l'étude LAC sur les pratiques chirurgicales des chirurgiens oncologues français, compte tenu du niveau de preuve élevé de l'étude LAC. Même si la médiane de survie elle est à 2,5 ans, il est impératif que les résultats à long terme soient diffusés. Il est nécessaire d'informer nos patientes des résultats de cette étude et certaines équipes préconisent systématiquement la réalisation d'une curithérapie en néoadjuvant. Et vu la faible incidence des cancers du col, il est nécessaire que ces patientes soient prises en charge dans des centres experts pour une meilleure prise en charge. Je vous remercie. Donc ce topo fait suite à une session avec Julien qui nous a parlé du ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre. L'évolution et l'histoire est comparable puisque on parle du ganglion sentinelle dans le col et dans l'endomètre depuis environ 20 ans avec les mêmes problématiques. Et concernant le topo de Clotilde, elle nous apprend que les résultats d'études randomisées peuvent remettre en cause une pratique que l'on pensait acquise sur notre pratique qui doit évoluer en fonction de ces résultats avec une puissance de ces études qui nous amène à vraiment reconsidérer ce que l'on pensait acquis. Un rappel sur les classifications, on parle souvent avec une classification de retard. Voici la classification FIGO 2018 et quelques modifications, en particulier sur les stades précoces. On fait disparaître pour les premiers stades, 1A, la notion de largeur. Et ces stades 1A étaient ce qu'on appelait les stades micro-invasifs. Concernant le stade 1B, apparaît un stade 1B3 pour une tumeur de plus de 4 cm. Les cancers du col utérin de stade précoce sont bien définis par une taille inférieure à 4 cm, donc au maximum 1B2. Les autres modifications pour les stades avancés suivent le modèle de l'endomètre, avec pour une atteinte pelvienne une classification 3C1 et 3C2 pour une atteinte lombo-aortique. Le ganglion sentinelle seul est-il un gold standard aujourd'hui ? Je vous parlerai de l'histoire Santicol, une trilogie française initiale. Nous reviendrons sur quelques points techniques, en particulier en rapport avec la détection du ganglion sentinelle, ses méthodes, et puis les critères qui sont très importants, qui sont d'une extrême rigueur chirurgicale pour arriver à un taux de détection optimal bilatéral. La bilatéralité, c'est très important. Et puis, il n'y aura pas de conclusion, sauf peut-être des limites, des questions sans réponse, concernant les points essentiels qui sont que le diagnostic péropératoire de l'atteinte du ganglion sentinelle est difficile.
Et on peut s'interroger sur l'impact des micrométastases sur le pronostic. Alors les publications sont plutôt récentes. Sur les dernières années, on compte essentiellement des données rétrospectives. Il y a quelques études prospectives et quelques méta-analyses. Les recommandations sont pour les recommandations européennes de réaliser une procédure du ganglion sentinelle comme une première étape du traitement chirurgical dans les stades précoces. Les stades 1A1, peut-être faudrait-il préciser 1A1 sans embole, ne sont pas traités ne sont pas traités comme un cancer du col avec une chirurgie élargie et une exploration ganglionnaire. La procédure sentinelle permet un examen extemporané pour orienter la patiente soit vers une chirurgie pelvienne, chirurgie élargie, ou à l'inverse, s'il y a une atteinte du ganglion sentinelle, orienter la patiente vers une radiothérapie, chimiothérapie concomitante. La procédure du ganglion sentinelle, seule, sans lymphadenectomie pelvienne complémentaire, peut être autorisée pour les premiers stades. Les recommandations américaines suivent les recommandations européennes. Il est possible de réaliser un ganglion sentinelle comme une alternative, une option, mais associée à une lymphadenectomie pelvienne. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une prise en charge standard ? Je voulais vous présenter nos référentiels, puisque une thèse récente nous a appris qu'on n'avait peut-être pas forcément un regard juste sur nos référentiels locaux. On part parfois sur d'autres supports. Et voici donc ce que nous avions écrit en 2017 concernant la prise en charge des cancers du col utérin stade précoce et la place du ganglion sentinelle. Donc en 2017, pour les micro-invasifs 1A avec embole, 1A1 avec embole, 1A2 avec embole, on a une place pour, à droite, un GS pelvien bilatéral. La détection doit être bilatérale avec examen extemporané. Et vous voyez le triage entre le ganglion sentinelle positif qui oriente donc vers une radiochimio après avoir complété d'un curage lombo-aortique pour définir le niveau d'atteinte. Et en cas d'absence d'atteinte ganglionnaire, on peut réaliser la chirurgie pelvienne, celle pour laquelle on part initialement lors de la prise en charge de cette patiente. Idem pour le stade 1 à 2 avec embole. Pour les stades 1B1 et aujourd'hui donc 1B2 moins de 4 cm, voici la place du ganglion sentinelle telle que nous l'avions définie, avec les tumeurs de moins de 2 cm. Donc on pouvait s'autoriser un GS pelvien seul, ou on peut s'autoriser un GS pelvien seul avec examen extemporané. Et lorsque la tumeur est de plus de 2 cm, il faut compléter d'une lymphadenectomie pelvienne. Lorsque la tumeur est de plus de 2 cm avec des emboles, il y a une vraie place pour la curithérapie utérovaginale première, mais peut-être qu'on peut revenir déjà sur l'intérêt d'une curithérapie vaginale première au vu du topo de Clotilde sur la chirurgie secondaire. On manque de données prospectives et 2 études sont en cours. Santix prévoit d'inclure 600 patientes, dont 2 bras, une randomisation, et Santicol 3 prévoit d'inclure 950 patientes, parce que les données qui nous manquent sont sur le pronostic oncologique, en particulier la DFS, la survie globale. Le rationnel pour le ganglion sentinelle, tumeur solide, il est fort, et l'objectif c'est de réduire le taux de faux négatif pour la technique du ganglion sentinelle, car le statut ganglionnaire est un facteur décisionnel thérapeutique et aussi un facteur pronostique. Donc il faut essayer de tendre vers une sensibilité la meilleure qui soit, près de 100%, et il faut essayer de tendre vers un taux de faux négatif proche de 0. Et en fait, on a déjà ces données, puisque la sensibilité, elle est juste excellente, 97% dans la plus grande série, avec un taux de faux négatif de 2,8%, et ce sont des chiffres qu'on retrouve à peu près dans toutes les séries. Voici la plus grande série rétrospective, 645 patientes. Le taux de détection bilatérale était de 72%. Santicol 3 fait suite à Santicol 2. Nous avons ouvert tout à fait récemment la clinique Mathilde à l'essai,
qui est un essai devenu international, mais Santicol 2, c'était un essai français, multicentrique, qui ne pouvait pas répondre à la question posée aujourd'hui, c'est-à-dire les données concernant la survie sans récidive et la survie globale, puisque le design de l'étude n'était pas celui-ci. Nous avions participé à Santicol 2 au Centre Henri Becquerel. Les critères d'inclusion étaient ceux-là, donc 1A1 avec embol. On pouvait aller jusqu'à 2A1 en termes d'inclusion. C'était donc avant la classification 2018. Et la question posée était celle de l'évaluation chirurgicale, l'évaluation de la morbidité chirurgicale, précoce et à long terme, avec des patientes qui étaient randomisées entre ganglion sentinelle seul et ganglion sentinelle et lymphadenectomie pelvienne. Les objectifs secondaires étaient définis aussi avec une étude essentiellement orientée médico-économique. On avait aussi comme objectif secondaire l'évaluation de la survie sans récidive à 3 ans. Mais encore une fois, l'objectif principal n'était pas la survie sans récidive. Ce que nous a appris Santicol 1, Santicol 2, donc respectivement 139 patientes et 206 patientes, c'est qu'on pouvait retrouver dans 16 à 18% des cas une localisation aberrante, c'est-à-dire en dehors de la lymphadenectomie pelvienne de routine réalisée. Donc les localisations étaient essentiellement au-dessus de l'étage pelvien. Les résultats de Santicol 2 ont confirmé qu'il y avait moins de morbidité. On rappelle donc essentiellement le risque de lymphœdème impactant la qualité de vie et qui sont des complications définitives, et moins de symptômes neurologiques aussi. Alors revenons sur Santicol 3. Santicol 3 et son rationnel. Il est important de rappeler l'excellent pronostic des stades précoces. Ce sera encore plus vrai quand il faudra peut-être décider d'une thérapeutique complémentaire. Donc, à 5 ans, pour un stade 1 à 2, la survie globale est de plus de 97% et elle passe à 91% pour un stade 1B1. Donc, c'est une technique pour laquelle on a maintenant du recul et une expérience pour de nombreuses équipes. Et le but de l'étude, c'est d'évaluer donc la survie et de montrer aussi une amélioration de la qualité de vie par une désescalade thérapeutique. Ces diapos en anglais, c'est pas de la prétention, c'est juste les diapos de la mise en place, donc ça m'a semblé plus facile de vous les présenter ainsi. Mise en place de l'étude. Donc, pourquoi est-ce que la question elle est très importante? Parce que et le modèle se prête bien en fait à cette étude, parce que on peut penser que la minorité, une très faible minorité des patientes aura une atteinte ganglionnaire à ces stades et que le nombre de ganglions atteints sera un petit nombre de ganglions si atteintes. En plus, la taille de l'atteinte ganglionnaire est différente. On définira donc les macrométastases, les micrométastases et aussi les cellules tumorales isolées. Parfois, justement, dans la littérature scientifique, il y a une confusion et ces données, on ne les a pas. Et puis, on rappelle aussi que, à l'inverse, de réaliser une lymphadenectomie pelvienne, ce n'est pas un geste anodin avec des complications péri- et post-opératoires qui sont largement rapportées et connues. Réaliser un ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre permet d'explorer et d'améliorer le taux de détection des patientes N+, avec les localisations aberrantes, et ça permet aussi peut-être de mieux diagnostiquer et mieux évaluer les patientes dans des atteintes à partir de micrométastases en particulier, qui sont identifiées essentiellement sur l'ultrastadification du ganglion sentinelle. Donc on a beaucoup de données rétrospectives, et le ganglion sentinelle fait partie de nos recommandations, mais pour l'instant, il nous manque encore des données de survie, d'où la justification de cet essai randomisé qui, je l'espère, montrera évidemment la supériorité du ganglion sentinelle seul, et que ce ne sera pas un essai avec un résultat
assez inattendu comme celui que nous a présenté Clotilde. Donc il faut très certainement comparer dans un cadre protocolaire. L'essai est le suivant, avec une prévision de 300 patientes dans chaque bras. Non, pardon, 950, donc 475 patientes dans chaque bras, 50 centres en France, et l'essai est déjà en cours. L'objectif principal, c'est la DFS, et c'est une étude de non-infériorité à 3 ans sur la DFS, et on aura une analyse de la qualité de vie. Les objectifs secondaires sont d'évaluer la technique d'immunofluorescence et le verre d'indocyanine, d'évaluer la morbidité chirurgicale, la mortalité, et dans une cohorte à part, d'évaluer le pronostic aussi des patientes qui auront été randomisées mais suivies à part, puisque la détection péropératoire du ganglion sentinelle aura montré une atteinte ganglionnaire. Les critères d'inclusion suivent les critères d'inclusion de Santicol 2, ce sont les mêmes patientes. À partir de la classification FIGO, on voit le 1B2 apparaître, mais c'est toujours au maximum une tumeur de 4 cm, pas seulement sur l'examen clinique, mais aussi sur l'imagerie. L'imagerie IRM permettant de préciser la taille et permettant aussi d'évaluer une éventuelle atteinte ganglionnaire, des ganglions radiologiquement suspects qu'il faut rechercher jusqu'au niveau de la veine rénale gauche. Voici les critères d'exclusion. Le bleu, semble-t-il, est le risque d'allergie au vert et existe de même que le risque d'allergie au bleu. Et voici la randomisation après avoir suivi les critères d'inclusion. La randomisation, elle est péropératoire. Il faut avoir une détection bilatérale pour pouvoir randomiser la patiente entre soit une chirurgie pelvienne seule, soit une chirurgie pelvienne et lymphadenectomie complémentaire. Les patientes avec une atteinte ganglionnaire sont suivies dans une cohorte à part. Lorsqu'on suit un cadre très strict qui doit être celle de la rigueur chirurgicale qu'on apporte aux procédures sentinelles, il est bien de connaître certaines classifications. Ça, c'est une distribution anatomique des ganglions sentinelles, et de bien préciser sur les comptes rendus la localisation des ganglions sentinelles. Ce qui permet de tendre vers la technique sentinelle parfaite, sont définis par des critères du MSKCC que l'on retrouve et qui sont les suivants. Il faut que tous les ganglions sentinelles soient recueillis. Il faut que tous les ganglions suspects soient retirés. Quand on a une détection unilatérale, eh bien, il faut réaliser une lymphadenectomie pelvienne du côté non détecté, une lymphadenectomie qui remonte jusqu'en iliaque, et ces patients ne sont pas randomisés. Et il faut évidemment aussi, lors de la chirurgie pelvienne, réaliser une exploration d'une localisation qui peut être paramétriale, ganglionnaire paramétriale, en réséquant la tumeur. À partir de ces critères-là, on tend vraiment pour des stades précoces à une sensibilité de proche de 100 et un taux de faux négatif proche de 0. Donc on est vraiment dans une approche rigoureuse avec des critères qualité. Ici, ce sont les critères qualité du référentiel APHP juin 2016, où on rappelle la nécessaire évaluation préopératoire, clinique, mais aussi avec l'IRM. On rappelle qu'il faut peut-être connaître le mode d'injection intracervical, alors ici d'un isotope, mais il est le même que l'on injecte du bleu, un isotope ou du vert. Julien nous a parlé d'une injection au niveau cervical pour le col, ça c'est très bien écrit. Quand il n'y a pas de consensus sur la réalisation de l'injection, le protocole nous rattrape en nous précisant bien qu'on injecte à 3 heures, on injecte à 9 heures, on injecte superficiellement et un peu plus profond de chaque côté, ce qui fait 4 injections. Et puis aussi, c'est important
de souligner l'expérience de l'ANAPAT sur la technique ANAPAT d'analyse des ganglions sentinelles. Voici donc le verre d'infracyanine, d'indocyanine, qui se conserve tout simplement, qui n'est vraiment pas un produit très cher. Voici la colonne de Célio avec ses optiques, une colonne dédiée. Et la détection par immunofluorescence est équivalente, sinon supérieure, à la détection double, isotope et bleu. Il n'est absolument pas recommandé de faire que du bleu. Le taux de détection n'est pas suffisant. Voici donc une patiente avec des séquelles d'endométriose, un accolement digestif à la face postérieure de l'utérus. Ce que l'on sait, c'est que ça migre très vite. Donc si on part sur une célio, il faut très certainement avoir fait l'accès célio si on craint des adhérences en particulier, parce qu'à partir du moment où on injecte le produit, ça va monter très très vite. Donc si pour une raison ou une autre, il y a des adhérences qui gênent l'exploration pelvienne, ou s'il faut docker un robot par exemple, eh bien le temps de migration peut être très court et on peut arriver avec une migration déjà réalisée, sachant que le premier relais ganglionnaire, ce qui est la définition d'un ganglion sentinelle, reste vrai. Il faut vraiment suivre vers le premier relais ganglionnaire. Voici donc l'image que l'on obtient à partir de l'immunofluorescence. La commande, elle est à la caméra et vous pouvez avoir plusieurs modes de coloration. Ici, c'est pour voir le vert, mais si vous appuyez sur la commande pour repasser en mode normal, vous ne le voyez peut-être pas aussi bien que ça, ce ganglion. Donc vraiment, le vert révèle le ganglion sentinelle. D'ailleurs, le lymphatique, on ne le voit jamais en céliose, c'est juste parce qu'il est coloré qu'on le voit. Donc, limite actuelle et questions sans réponse. Je vous ai parlé de la possibilité de découvrir un très faible volume tumoral qui correspond à une atteinte ganglionnaire, mais à une atteinte ganglionnaire définie par une taille. En fait, l'ultrastadification permet d'augmenter la sensibilité de la technique parce qu'on va aller détecter 15% de patientes N+ supplémentaires, essentiellement N+ sur des micrométastases, des PN1-MI. Donc il y a vraiment un consensus pour faire du ganglion sentinelle avec ultrastadification. La signification pronostique des micrométastases. Eh bien, on a peu de données sur le pronostic lorsque l'atteinte ganglionnaire est de faible volume. Sur une analyse rétrospective de 645 patientes, qui ont eu un ganglion sentinelle et une lymphadenectomie pelvienne. Et après un suivi de 40 mois, on avait 47 patientes présentant des macrométastases et 46 présentant des micrométastases. Et dans les deux cas, macro ou micro, on a observé une diminution significative de la survie globale avec un odds ratio qui était le même, donc une signification qui semble équivalente sur l'atteinte micrométastatique. Mais cette atteinte micrométastatique, il est très difficile de l'évaluer sur un examen extemporané. L'examen extemporané du ganglion sentinelle, qui sert de triage lorsqu'on veut faire une chirurgie one step, en une étape, eh bien, on s'aperçoit que le taux de détection est plutôt faible, il est de 50%. Ça veut dire que dans 50%, seulement l'histologie définitive nous amènera à diagnostiquer l'atteinte ganglionnaire, avec parfois la conséquence d'avoir fait une chirurgie pelvienne et de devoir compléter par une radiothérapie, chimiothérapie concomitante, ce qui n'est pas le cas clinique le plus favorable et qui expose à un risque de complications, évidemment, lorsqu'on a fait une chirurgie élargie au niveau pelvien. Donc ça, c'est une vraie limite de la technique du ganglion sentinelle, c'est la sensibilité du diagnostic positif. On diagnostique mieux, évidemment, les macrométastases, mais on ne diagnostique pas toutes les patientes. Il faut garder en tête qu'on diagnostique 50% des atteintes ganglionnaires sur le GS en extemporané. Alors, certaines procédures ne peuvent pas être one step. Par exemple, lorsqu'on imagine pour un stade précoce pouvoir conserver la fertilité en proposant une trachélectomie, évidemment, il faut savoir faire la chirurgie en plusieurs temps et pourquoi pas proposer un GS complété d'une lymphadenectomie pelvienne selon le stade, et d'attendre les résultats pour être certain de pouvoir proposer la chirurgie conservatrice. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de vous sensibiliser à la rigueur technique du ganglion sentinelle et peut-être d'inclure les patients dans cet essai en cours
pour mieux définir nos pratiques à la manière de l'essai LAC qui vous a été présenté juste avant. Merci. Il se trouve que c'était l'époque 2006-2007 et je me suis retrouvé à devenir l'investigateur principal d'un essai qui s'appelle PORTEC 3. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez ici parler de ce sujet. Alors, on fera des choses très simplement. Hein. Donc, des petits rappels quand même. C'est quand même le 5e rang des cancers de la femme, avec 6600 cas par an. La plupart du temps de bons pronostics, hein. Surtout pour les stades 1. Mais ça chute quand même quand on arrive au stade 3, hein, 50 à 65% à 5 ans, et les stades 4, 20 à 25%. La classification FIGO, elle n'a pas beaucoup changé non plus. On était avec une classification qui date un peu, mais qui est bonne, qu'en fait, c'était celle du col qu'il fallait refaire probablement, parce que celle de l'endomètre était plus raisonnable et plus logique. Donc on rappelle brièvement, les 1A, moins de 50% du myomètre, les 1B+, les 2, le stroma cervical, les 3A, les ovaires et les annexes, les 3B, les paramètres. Et on avait une classification pour les ganglions, 3C1 pour les ganglions pelviens et 3C2 pour les ganglions lombo-aortiques. Donc les tumeurs 4A, la vessie et le rectum, et les 4B, la dissémination péritonéale et métastatique. Donc on sait que dans l'endomètre, on a quand même pas mal de facteurs pronostiques pour stadifier la décision thérapeutique. Les types 1, qui sont souvent avec récepteurs hormonaux, c'est tous les endométrioïdes, et les types 2, c'est tous les autres. La classification pronostique de l'ESMO de 2016 a servi à décider de la stratégie thérapeutique. Les bas grades, vous les connaissez. Donc les stades 1, grade 1 à 2, moins de 50% du myomètre, sans embol. Les intermédiaires, même chose, mais plus de 50% du myomètre. Les hauts risques intermédiaires, les autres dès qu'il y a des emboles. Et les hauts risques deviennent des stades 1 de grade 3, plus de 50% du myomètre, avec éventuellement des emboles ou pas. Déjà, le grade 3 suffit à les classer en haut risque. Et tous les autres, stade 2, stade 3. Mais quand il n'y a pas de maladie résiduelle après la chirurgie, sinon ils rentrent directement dans les avancées. Alors, la stratégie thérapeutique, elle est claire et elle ne va probablement pas changer pour les risques bas, c'est-à-dire qu'on leur propose une chirurgie. Les risques intermédiaires, on se pose toujours la question de faire une curithérapie. Les risques élevés, actuellement, on fait toujours chirurgie, curithérapie, radiothérapie. Donc ça, c'était également la stratégie thérapeutique en 2006 à peu près. Hein. On n'avait pas encore bien décidé de la place de la chimiothérapie. Donc à l'époque, il y avait 3 essais randomisés qui avaient évalué l'intérêt de faire de la chimiothérapie par rapport à la radiothérapie. Et aucun n'avait démontré une différence en survie globale ni en survie sans progression. Par contre, on avait pu montrer qu'il existait, donc cet essai-là, c'est un essai de Majid publié en 2006 dans le British Journal of Cancer. Il était sans différence par rapport à la survie sans progression à la survie globale. Par contre, il démontrait quand même que la chimiothérapie faisait mieux pour la récidive à distance et la radiothérapie, elle semblait faire mieux aussi pour la récidive pelvienne. Donc, ça a été un des rationnels de PORTEC. Et l'autre rationnel était basé sur un essai de phase 2 du RTOG qui, lui, montrait, semble-t-il, une amélioration de la survie sans progression et de la survie globale pour les stades, pour les risques élevés, puisque là, on était dans des chiffres de 81%, 85%, avec une situation de chimio classique, 4 cures de carbotaxol et une chimio conco. Donc en fait, on s'est dit, on y va pour un essai randomisé. En fait, l'essai a été initié par les Hollandais. Il a été après adopté par les Néo-Zélandais, les Australiens, les Italiens, les Canadiens et puis les Français. Et il s'agissait donc de faire une étude de phase 3, randomisée, ouverte, avec une stratification sur les centres, la lymphadenectomie, le type histologique. Et on comparait à ce moment-là la radiochimio versus la radiothérapie seule. Donc les critères d'inclusion, les hauts risques, les critères biologiques classiques, il fallait quand même un taux de globules blancs suffisant pour la chimio. On excluait les carcinosarcomes mi-terrains, les antécédents carcinologiques dans les 10 ans,
les antécédents de chimiothérapie d'hormonaux, les maladies inflammatoires, les anomalies de la fonction rénale cardiaque, les neuropathies, les anomalies de l'audition. Voilà. Alors, la patiente avait donc une hystérectomie avec annexectomie bilatérale. La décision sur l'exérèse du sentinelle ou du curage était laissée à la discrétion de chaque centre. Il y avait une lecture anatomopathologique centralisée pour une stadification mieux uniformisée. La radiothérapie devait délivrer 48,6 en fraction de 1,8 avec une curithérapie équivalente de 14 grès en fraction de 2 grès ou de 10 grès en fraction de 5 grès. La chimiothérapie, il fallait proposer une chimiothérapie concomitante par cisplatine à la semaine 1 et 4 et 4 cycles de carbotaxol toutes les 3 semaines. En fait, la patiente commençait par la chirurgie, puis elle était randomisée très vite et elle débutait sa radiothérapie. Donc, pas l'attitude actuelle, comme vous le savez, quand on pose des indications de chimio, on commence par la chimio puis on fait les rayons. Le traitement devait être délivré sur 50 jours maximum parce qu'on sait qu'il y a un pronostic du délai trop allongé de la radiothérapie associée à la curie. Puis on faisait suivre cela par les 4 cures de chimiothérapie adjuvante. L'objectif principal était la survie globale et la survie sans progression. Les objectifs secondaires, la localisation de la récidive, la toxicité du traitement et la qualité de vie. Alors, la statistique avait évalué l'intérêt de démontrer une différence de 10% avec un alpha bilatéral à 5% pour une puissance de 80%. Donc, on avait calculé un effectif à 670 patients. 2 analyses intermédiaires étaient prévues, il n'y en a eu qu'une de réalisée. Et les courbes de survie utilisées, c'était le Kaplan-Meier et le test du Log-Rank. Donc, le flowchart montre une répartition assez équivalente dans les 2 bras. 686 patients. 343 dans chaque bras, avec des patients exclus pour des critères d'éligibilité non rencontrés ou des consentements non réalisés. Et au total, il en restait 660, avec 330 dans chaque bras. Les caractéristiques de la population étaient bien réparties, bien sûr. Les stades, le type histologique, l'infiltration du myomètre, la présence ou non d'embole et le type de chirurgie. On avait également laissé, donc il y a des situations de laparotomie et des situations de célioscopie. Et dans les 2 cas, il y avait quand même une proportion de ganglions enlevés qui était de l'ordre de 45%, avec un taux de ganglions qui était honnête, qui était d'au moins 15 à 14, c'est correct. Alors, il faut savoir que toutes les patientes ont eu une radiothérapie dans les deux bras. Autrement dit, on a une équivalence dans les traitements de ce point de vue-là, avec au moins 45 grès pour la majorité des patientes. La curithérapie était délivrée également pour une patiente sur 2. La chimiothérapie est également complétée avec, au total, les patientes qui ont bénéficié de 4 cycles, c'est de 79% dans le bras chimiothérapie, évidemment. Alors que le cisplatine, lui, a pu également être donné de façon concomitante chez la majorité des patientes. Alors, à 5 ans, donc un suivi médian de 60 mois, en fait, la première publication en 2018 n'avait pas montré de bénéfice en survie globale, puisque, comme vous le voyez, on se retrouve dans le bras radiochimio 81% versus 76% dans le bras radiothérapie, le P n'étant pas significatif. Il l'était par contre pour ce qui était de la survie sans progression. Là, on avait une signification qui était déjà présente. Pour le sous-groupe des stades 3, on se retrouve là, par contre, avec un bénéfice obtenu aussi bien pour la survie globale, enfin une tendance, là on n'est pas encore tout à fait, mais il est certainement là pour la survie sans progression. Alors, quels étaient les facteurs pronostiques de la survie sans progression? Alors, ceux qu'on attend habituellement, bien sûr, le stade, l'âge, les patients plus jeunes ont quand même un meilleur pronostic, le type histologique,
Par contre, la présence d'embolie lymphatique, on est à la limite de la signification et on n'a pas de facteur pronostic lié à la lymphadenectomie. En analyse multivariée, quels sont les bénéfices retrouvés sur la suivi sans progression? Ils concernent essentiellement... Je ne vais pas utiliser ça parce que je n'arrive pas le... Ah mince. Donc, on pointe surtout le type séreux qui apparaît comme étant nettement amélioré par la chimio-radiothérapie. Et étonnamment, les patientes âgées, lorsqu'on peut leur donner, elles bénéficient d'une chimio-radiothérapie. Là, vous voyez très bien la bonne significativité du facteur âge. Alors, en matière de toxicité, il est évident que si on compare les toxicités des deux bras, en matière de grade 2 par exemple, il y avait énormément plus de toxicité dans le bras radiochimiothérapie durant le traitement. Alors les chiffres qui apparaissent là sont bizarrement ceux que j'ai repris de l'article, mais dans le texte ils ne correspondent pas et en fait il y avait 93% de toxicité de grade 2 durant le traitement, ce qui paraît tout à fait logique, essentiellement hématologique. En grade 3, on en avait pas mal non plus dans le groupe chimio-radiothérapie, 60% versus 12 avec une différence significative. Par contre, à 6 mois, on notait déjà, et donc ça, 1 mois après la fin de la chimiothérapie, on notait déjà une nette diminution de la toxicité de grade 2, ainsi que de celle de grade 3 et 4. À 12 mois, il n'y avait pratiquement plus de différence. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose à retenir. Donc, qu'est-ce qui s'en avait conclu de ce premier article? Il n'y avait pas de bénéfice en termes de survie globale, mais on n'avait qu'un suivi de 5 ans. Et le groupe était assez hétérogène. Il existait un bénéfice sur la survie sans progression, qui était intéressant pour les stades 3. Et on disait à ce moment, il fallait le discuter bien sûr au cas par cas et en raison des effets secondaires. Alors c'était quand même, je répète, un groupe de maladies très hétérogène, avec des pronostics différents et une réponse différente au traitement. Peut-être y avait-il des bénéfices pour des sous-groupes, à savoir les personnes âgées, et par contre les carcinomas cellulaires étaient peu représentés. L'étude avait été designée pour une différence de 10% et on n'avait pas réussi à l'atteindre pour la survie globale. Il n'y avait pas tellement d'événements dans l'étude. Et donc, on a fait une analyse post-hoc qui a été publiée un peu plus d'1 an plus tard. Et là, on avait un suivi médian de 76 mois. Et là, par contre, on démontrait un bénéfice en survie globale en faveur du bras chimio-radiothérapique. Donc, on se retrouvait avec un petit P à moins de 0,034, une différence de 81% de survie à 5 ans pour le groupe chimio-radiothérapie versus 76 pour le groupe radiothérapie. Encore aussi très marqué pour les stades 3, puisque là, il y a une vraie différence de 10%. Donc là, l'objectif était atteint, toujours pour les stades 3. Et là, il apparaissait aussi pour les carcinomes séreux. Donc, en gros, c'est ce qu'il fallait entendre, il fallait attendre et qu'on a obtenu 1 an plus tard. Alors, les modalités de la récidive, vous vous souvenez qu'on s'était dit radiothérapie égale moins de récidive pelvienne. En fait, le premier site de récidive dans les cancers de l'endomètre, c'est essentiellement les métastases à distance. En réalité, dans les deux bras, quand on compare, il y a effectivement eu de la radiothérapie dans les deux cas, mais il y a très peu de récidive vaginale. Comme vous voyez, on est à 8 cas dans les deux bras avec 2% de récidive. La récidive pelvienne, la radiothérapie seule fait un petit peu mieux, mais c'est pas significatif tout ça. Donc le seul donnée significative, c'est l'intérêt de la chimio-radiothérapie sur les métastases à distance, ce qui paraît tout à fait logique. Alors la littérature, je l'ai faite assez vite, mais il y a des résultats tout à fait similaires quand on compare l'essai poulet du NSGO associé à l'ERTC. Donc c'est aussi un bénéfice en survie sans progression à 5 ans. Eux, ils n'avaient pas atteint la survie globale. Donc en conclusion, l'essai PORTEC 3 montre un bénéfice de l'association radiochimie en survie globale et en survie sans progression. Il doit être recommandé et discuté pour les stades 3 et les carcinomes séreux. Alors, il doit faire l'objet d'une décision partagée avec les patientes par une information du bénéfice-risque. C'est certain, sachant que
Enfin, ce n'est pas les oncologues qui vont me contredire, mais il paraît qu'à 5% de bénéfices à 5 ans, les patients disent oui, quelle que soit la toxicité des traitements. Donc, voilà. Quelles sont les perspectives? Une analyse moléculaire doit être réalisée sur la cohorte et on s'attend à ce qu'en fait, on personnalise les traitements sur les mutations, sachant que les CRE, par exemple, ont des mutations pôles, des choses comme ça, qui sont probablement des futures candidates à une chimiothérapie. Donc voilà, l'étude, elle date un peu, elle a le mérite de démontrer qu'il faut quand même en faire, qu'il faut oser en faire parce que les effets secondaires, malgré tout, ils existent, mais ils disparaissent. Le seul effet secondaire très gênant, c'est la neuropathie, où effectivement, il reste encore 8% de neuropathie à 3 ans. Alors, il reste une question, c'est que, bon, Marc a souligné quelque part, il faudrait peut-être revoir les référentiels du col, un petit peu, mais il faudrait surtout aussi revoir les référentiels de l'endomètre, parce que, enfin, on n'a pas, bizarrement, mis en place la même attitude dans la situation adjuvante pour ces patientes, puisque nous, dans l'essai, on fait la radiochimio à la fin. On ne fait même pas de chimio-conco, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marianne. Je m'adresse directement à toi. Et par contre, on fait la chimio avant la radiothérapie. Alors, il est possible qu'on puisse dire, sur base de ces anciens cas, la radiothérapie les mettait HS et on n'arrivait pas à faire la chimio derrière. Mais il faut savoir, et je pourrais me présenter un sujet là-dessus aussi d'ailleurs, mais que la radiothérapie, elle aussi a évolué et qu'on a moins de toxicité qu'à l'époque, ce qui pourrait justifier de se coller plus à cette attitude-là. Ceci dit, ça peut ne rien changer. Dans la vraie vie, ça va faire 50% des patientes qui ne font pas la dernière cure. Donc c'est vrai qu'il y a des histoires de toxicité, de tolérance. Et j'ai le souvenir effectivement que les quelques patientes qu'on a mis dans Portec 3, ça s'était pas très bien passé. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de décès lié au traitement. Non, bien sûr, ouais, mais ça, certes, mais ça s'était quand même pas super bien passé. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait décidé de pas, même si c'est pas tout à fait le design et le schéma de Portec 3, on était resté sur ce qu'on avait toujours fait, c'est-à-dire, c'est ce qui est fait aussi dans d'autres centres, hein, voilà. D'abord la chimiothérapie, 4 cures, et ensuite la radiothérapie qu'on ne potentialise pas habituellement. Et qu'on ne potentialise pas. Alors ouais. Après, je pense qu'on peut toujours discuter en RCP, des cas par cas, des cas hyper sélectionnés de patientes super fit qui sont au stade 3 ou avec des histologies à haut risque. Voilà, de faire différemment, mais voilà. D'accord. Bon, merci.